Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et bon visionnage. Marco Polo, cet homme que l'on traitait de menteur et de rêveur, a pourtant parcouru un chemin de 24 années, de Venise jusqu'au palais du Grand Khan en Chine. Et il a raconté un monde que l'Europe ne pouvait même pas imaginer. Mais ce que vous croyez savoir de Marco Polo n'est peut-être qu'une partie de l'histoire. Pourquoi les Vénitiens l'ont-ils surnommé le millionnaire ? Qu'a-t-il vraiment vu dans les provinces secrètes de l'Empire mongol ? Pourquoi sa propre famille a-t-elle douté de ses récits ? Et surtout, pourquoi a-t-il refusé, même sur son lit de mort, de retirer un seul mot de ce qu'il avait raconté ? Cette histoire n'est pas une légende. C'est le récit d'un homme qui est parti un jour et qui est revenu pour tout décrire. Marco Polo est né en 1254 à Venise, une cité qui respirait la mer, le commerce et la soif du profit. Ici, les canaux remplaçaient les rues, les bateaux tenaient lieu de chariots, et sur les quais se pressaient jour et nuit marchands, marins, dockers et artisans. L'air était chargé de sel, de poissons, d'épices et de vin. Venise ne vivait pas comme une ville fermée, mais comme une porte ouverte sur le monde, d'où arrivaient non seulement des marchandises, mais aussi des rumeurs, des langues, des coutumes, des livres et de l'argent. La famille Polo appartenait à la classe honorable des marchands. Ils n'étaient pas nobles et ne recherchaient pas de titres. Leurs ambitions se situaient ailleurs, dans l'extension des relations commerciales, dans le renforcement de leur réputation, dans l'accumulation d'un capital qui ne resterait pas enfermé dans des coffres, mais qui travaillerait en chemin, dans les dettes, dans l'échange. Le père de Marco, Niccolo Polo, et son oncle Maffeo possédaient une maison de commerce qui opérait non seulement à Venise, mais aussi au-delà de ses frontières. D'abord à Constantinople, puis en Crimée. C'est de là, du port de Soudak, qu'ils entamèrent leur premier long voyage, qui les mena de façon inattendue à la cour du souverain mongol Kubilai en Chine. Lorsque Niccolo et Maffeo partirent en voyage, Marco n'était pas encore né. Il vint au monde à l'époque où son père se trouvait à des milliers de kilomètres de chez lui, dans un monde que Venise considérait comme presque mythique. Son enfance se déroula sans présence paternelle. Sa mère et des parents s'occupèrent de son éducation, et la maison Polo était pleine de rumeurs, de cartes, de marchands, de voix venues de tous les coins de la Méditerranée. Marco grandit dans une atmosphère où les récits de terres lointaines n'étaient pas des contes, mais une partie de la vie quotidienne. Les marchands discutaient du prix du poivre à Malabar, de la mousseline du Bengale, des pierres précieuses de Ceylan. Et chaque conversation devenait une leçon, non pas de géographie, mais sur l'organisation du monde. Enfant, Marco ne se distinguait pas par son érudition livresque, mais par une attention vive et une mémoire tenace. Il ne se tournait pas vers le latin ou la théologie, mais retenait des dizaines de noms de villes et de ports, d'itinéraires et de marchandises. Écoutait les adultes et construisait dans son esprit une carte du monde, non pas académique, mais vivante, remplie de noms, d'odeurs et de chiffres. Il savait en quel mois les navires partaient de tir, où acheter le meilleur verre, combien de temps prenait le voyage jusqu'à Bagdad et comment distinguer un véritable tissu chinois d'une contrefaçon. Lorsqu'il eut environ 15 ans, Niccolo et Maffeo revinrent à la maison. Pendant près de 15 ans, on les avait crus soit morts, soit perdus à jamais. Mais ils réapparurent, non pas les mains vides et non pas comme des fugitifs. Ils rapportèrent de l'or, des bijoux, des tapis persans, des épices rares, des vêtements étranges et, ce qui était le plus important, une lettre du grand Khan Kubilai lui-même, adressée au pape. Dans cette lettre, le souverain de Chine demandait l'envoi de théologiens savants, capables d'expliquer les fondements du christianisme et de partager leurs connaissances. Un tel message n'avait jamais été apporté en Europe auparavant. Niccolo, en voyant son fils, reconnut immédiatement en lui non seulement son sang, mais aussi un esprit semblable au sien, raisonnable, pas rapide, mais obstiné. Entre eux s'établit rapidement un attachement, construit non pas sur des souvenirs, mais sur une compréhension mutuelle en affaires.
Le père et l'oncle commencèrent à préparer un deuxième voyage. Ils avaient l'intention de retourner en Asie pour transmettre à Kubilai la réponse du pape et développer les liens commerciaux. Comme le pape Clément IV était mort et que l'élection d'un nouveau pontife prenait du temps, les frères furent contraints de retarder leur départ et prirent alors la décision d'emmener Marco avec eux. Le jeune homme ne résista pas. Il n'avait pas peur. Peut-être ne réalisait-il même pas pleinement à quel point le voyage pouvait être long et difficile. Mais il sentait que sa vie ne se déroulerait pas dans une boutique ou à l'ombre d'un canal. Il y avait trop de villes dans le monde qui ne figuraient sur aucune carte. Trop de gens dont personne en Europe ne connaissait l'existence. Et il voulait les voir. Venise ne faisait pas ses adieux à ses enfants. Elle les laissait partir, comme la mer laisse partir les navires. Sans larmes, sans serment, sans garantie. Marco savait qu'il partait, et ne savait pas quand il reviendrait. Sa mère, selon certaines sources, était déjà morte à cette époque. Avant son départ, il visita la basilique Saint-Marc. Au printemps de l'an 1271, 3 hommes quittèrent Venise. Leur chemin commençait par une traversée maritime jusqu'à Acre, bastion chrétien en Terre Sainte, puis devait se poursuivre à travers les terres des croisés, puis en Arménie et en Perse. Ils emportèrent avec eux des cadeaux pour le Grand Khan, des vases de verre, des tissus occidentaux, des mécanismes miniatures, des échantillons d'artisanat européen, et une lettre, non pas du pape qui n'était pas encore élu, mais du légat papal Tebaldo Visconti, futur Grégoire X. Marco posa pour la première fois le pied sur un chemin qui ne s'étendait pas sur des mois, mais sur des années. Mais il fit ce premier pas fermement et calmement. Tout le reste était devant lui. Le voyage de Marco Polo commença au printemps de l'an 1271. Avec son père et son oncle, il quitta Venise, traversa l'Adriatique et se dirigea à travers la Méditerranée orientale vers Acre, ville qui au XIIIe siècle était l'un des derniers bastions des croisés en Terre Sainte et en même temps un centre commercial important entre l'Europe et l'Orient. Ici, sur les quais poussiéreux, où les navires chargés étaient relayés par des caravanes, ils firent leur première halte. Ils obtinrent des lettres de recommandation du légat papal Tebaldo Visconti, qui allait bientôt devenir le pape Grégoire X. Cette lettre était nécessaire pour prouver à la cour du Grand Khan que la mission des Polos était effectivement approuvée par l'autorité ecclésiastique. En même temps, ils renouvelèrent leurs provisions. Ils prirent avec eux du vin, de l'huile, des tissus, des objets artisanaux qui pourraient en servir à la fois de cadeaux et d'objets d'échange. C'est là que plusieurs guides, parlant persan et turc, se joignirent à eux. Le chemin passait par des terres qui avaient autrefois fait partie des États croisés, mais qui étaient désormais divisés entre émirats musulmans et seigneurs locaux. D'Acre, ils se mirent en route par voie terrestre à travers la Syrie en direction d'Antioche, puis d'Alep et plus loin vers l'est en direction de l'Arménie. La chaleur dans ces contrées était lourde, les routes dangereuses, et les Polos s'efforçaient de ne pas s'attarder. Ils se déplaçaient au sein d'une grande caravane, où se trouvaient des marchands, des pèlerins et des mercenaires. Parfois, ils passaient la nuit dans des caravanes-sérails, mais le plus souvent à la belle étoile, protégeant leurs marchandises contre les voleurs et les animaux. En Mésopotamie du Nord, les voyageurs s'arrêtèrent à Mossoul, où les chrétiens nestoriens locaux les accueillirent avec une hospitalité surprenante. La ville était un nœud commercial, et sur ses marchés se vendaient des tissus indiens, de la soie chinoise, du cuivre turc, des tapis iraniens. C'est précisément ici que Marco vit pour la première fois des objets dont l'origine était déjà alors liée à l'Orient, la Chine. Des coupes en porcelaine chinoise, des ceintures de soie ornées de symboles qu'il ne pouvait lire. Pour lui, c'était non seulement une confirmation des récits de son père, mais aussi la première confrontation directe avec une culture dépassant le cadre de l'imagination européenne. Le chemin suivant menait à travers l'Arménie, d'abord la petite, puis la grande. Ici, les Polos traversèrent des terres sous le contrôle de princes arméniens et d'émirs vassaux, dont beaucoup étaient loyaux aux Mongols. Dans la ville d'Erzincan, sur un haut plateau, ils furent accueillis par l'un des souverains chrétiens locaux
qui leur fournit un hébergement et une garde. Marco se souvint particulièrement d'une conversation à table, quand on lui raconta pour la première fois le chemin menant à travers les montagnes du Zagros vers la Perse, des gens parlant des langues étranges et la route qui s'éloigne au-delà de la ligne d'horizon, où le pouvoir de Kubilai ne suscite plus d'étonnement. En traversant les contreforts du Caucase, la caravane avançait à travers des sections difficiles, où des sentiers étroits étaient remplacés par des gorges profondes. Parfois, il fallait tracer la route à nouveau. Les pluies érodaient le sol, les ruisseaux de montagne se transformaient en torrents impétueux. Lors d'une halte, Marco se lia d'amitié avec un marchand persan nommé Sid. Celui-ci lui parla de différents gouverneurs mongols, de villes où bouillonnaient des tournois d'échecs, et des lois qui maintenaient sous contrôle toute la grande route de la soie. Marco écoutait et enregistrait dans son esprit, et le soir, il griffonnait des notes sur des tablettes de cire. Les premiers signes de la Perse, pays dans lequel régnaient depuis presque un demi-siècle les Ilkhan, descendants du frère de Kubilai, devinrent perceptibles par la garde sur les routes, par les pièces de monnaie avec des inscriptions turco-mongoles, par les stations soignées au carrefour des routes caravanières. La ville de Tabriz, où arrivèrent les polos, était alors la capitale et le plus grand marché de la partie occidentale de la Perse. Ils y restèrent plusieurs semaines. C'est précisément à Tabriz que Marco connut son premier choc culturel. Marco se promenait dans la ville comme ensorcelé. Il voyait des astronomes traçant les étoiles sur des tableaux blancs, des musiciens avec des instruments qui ne ressemblaient pas aux instruments européens, et des artisans dont les tissus scintillaient de fils d'or. C'est ici qu'il comprit pour la première fois que l'Orient n'était pas seulement des terres, mais aussi un système de savoir dont l'Occident ne soupçonnait pas l'existence. Après Tabriz, le chemin menait plus au sud vers Yazd, l'une des plus anciennes villes de Perse. À Yazd, entouré de désert, les voyageurs firent connaissance avec les Zoroastriens. Dans le temple du feu, on leur montra la flamme sacrée qui, selon les affirmations des prêtres, brûlait depuis plus de 300 ans. La ville était organisée de manière inhabituelle. Les toits des maisons étaient reliés par des passages, les rues étaient étroites et l'air ne bougeait presque pas. Ici, Marco commença à réfléchir sérieusement au temps. Comment il s'écoule dans différentes cultures. Pourquoi il y a tant d'anciens ici et si peu de hâte. De Yazd, ils se dirigèrent vers Kerman, ville servant de dernière halte sérieuse avant la section la plus difficile du voyage. Kerman était célèbre pour ses tapis et sa production d'armes. Et c'est précisément ici que Marco vit pour la première fois des sabres courbés, décorés de turquoise et des cottes de mailles si fines qu'on pouvait les rouler comme un tissu. Le gouverneur local, apprenant que devant lui se trouvaient des envoyés du Khan, organisa pour eux une réception solennelle et leur délivra une lettre officielle autorisant le passage par les terres orientales. Le chemin suivant passait par le désert de Dash et Lut. C'était la partie la plus difficile du voyage jusqu'à ce moment. Le jour, le sable brûlait les semelles. La nuit, la température chutait brusquement et le vent portait du sel et de la poussière. L'un des chameaux mourut d'épuisement. 2 porteurs tombèrent malades. L'eau manquait et la caravane devait partager les restes en portions strictes. Mais au bout du 5e jour, ils arrivèrent à une oasis. Et quand les premiers arbres apparurent au loin, Marco pleura de soulagement pour la première fois. Au-delà du désert commençait un autre pays. Pays de rivières, de steppes et de collines. Ici se terminait la Perse au sens habituel et commençait l'Asie, ouverte par les Mongols. Ici, il n'y avait pas de ville habituelle, mais il y avait des fortifications, des stations postales et des cavaliers qui pouvaient en 2 jours atteindre Samarcande. Marco se tenait au pied d'une nouvelle route, non pas celle marquée sur la carte, mais celle par laquelle se déplaçaient ambassadeurs, marchands et fonctionnaires du Grand Empire. Il n'était plus un jeune homme regardant le monde étranger avec curiosité. Il devenait partie de ce monde, observateur, témoin et peu à peu conteur.
Devant lui se trouvaient des montagnes et des terres où commençait la Chine. Après que la caravane des Polos eut traversé la Perse orientale et quitté le désert chaud et sans eau de Lut, le chemin se poursuivit à travers le Khorasan, vaste région à l'est de l'Iran, où les steppes se transforment progressivement en chaînes de montagnes et les stations caravanières deviennent de plus en plus rares. Il se dirigeait vers Balkh, l'une des plus anciennes villes d'Asie, connue depuis l'époque de Zarathustra et d'Alexandre le Grand. Autrefois appelée mère des cités, Balkh avait été partiellement détruite lors de la conquête mongole au XIIIe siècle, bien qu'elle demeurât un nœud important sur les routes commerciales orientales. À Balkh, les Polos passèrent plusieurs jours. Le père et l'oncle commerçaient, précisaient l'itinéraire, renouvelaient les provisions, et Marco écoutait attentivement les récits locaux. Il entendit pour la première fois le nom de Kubilai, non pas de la bouche de son père, mais de marchands et de théologiens errants. Ceux-ci parlaient de lui, non pas comme d'un dictateur ou d'un guerrier, mais comme d'un législateur qui avait instauré un système administratif strict, construit des routes et, selon les rumeurs, contrôlait la moitié du monde. Un vieil homme montra à Marco une pièce avec un trou carré, rapportée, comme il l'affirmait, du nord de la Chine, et dit que sous Kubilai, même les provinces les plus éloignées payaient leur tribut avec exactitude. Et les voleurs disparaissaient d'eux-mêmes. Le chemin de Balkh menait au sud-est à travers des terres que nous appellerions aujourd'hui le nord de l'Afghanistan. À cette époque, s'étendait là une région connue sous le nom de Bactriane. Pays aux riches couches culturelles, où des ruines hellénistiques côtoyaient des monastères bouddhistes, détruits pendant les années d'invasion. Parfois, les Polos voyèrent les vestiges d'anciens murs, des dômes à moitié détruits, des sépultures avec des niches taillées dans le roc. Les habitants locaux appelaient cela les terres des rois oubliés. Personne ne savait exactement qui avait régné ici auparavant, mais tous se souvenaient que maintenant cette terre appartenait aux Mongols. Dans l'un des villages de montagne, Marco tomba malade. Il ressentit une faiblesse dès le matin. Mais le soir, la température monta. Commencèrent des frissons et des vomissements. En chemin, ils rencontrèrent un herboriste sogdien qui infusa des racines de montagne et donna à Marco une décoction, lui ordonnant de ne pas bouger pendant 3 jours et de garder la tête à l'ombre. La maladie passa, mais depuis lors le jeune homme devint plus attentif à lui-même, ne buvait que de l'eau bouillie, évitait les nuitées froides et gardait toujours sur lui un manteau de laine, même si la chaleur régnait pendant la journée. Après plusieurs semaines, la caravane atteignit le Badakhshan, région montagneuse située à l'est du Tadjikistan actuel. Cette région était connue pour l'extraction du lapis lazuli, et même en Chine, on prisait les pierres provenant de là. Dans les villages locaux, on montrait à Marco des morceaux de minéral bleu vif, enveloppés dans un tissu de laine, et on racontait que les meilleurs spécimens étaient envoyés via Karakorum directement à la cour du Khan. La route devenait de plus en plus difficile. Les sentiers se rétrécissaient, les pierres tombaient des pentes montagneuses. À de grandes altitudes, l'air manquait, et il fallait faire de longues haltes. Pour atteindre le Pamir, il fallait traverser le corridor de Wakhan, passage montagneux étroit entre les chaînes, situé à la frontière de l'Afghanistan, du Tadjikistan, de la Chine et du Pakistan actuel. C'était l'une des sections les plus rudes du voyage. Les chameaux ne supportaient pas le froid. Les chevaux trébuchaient, la peau des gens se crevassait sur les mains. La nuit, la température descendait en dessous de 0, même en été, et l'eau dans les ruisseaux impétueux était glacée. L'un des compagnons de la caravane se cassa la jambe en trébuchant sur une pierre gelée et fut laissé dans un village sous la protection des habitants locaux. Sur 30 personnes, avec lesquelles les Polos avaient quitté la Perse, il en restait un peu plus de 20 dans la caravane à ce moment-là. Après l'école, le chemin descendait dans les vallées où commençaient les pâturages des nomades. C'étaient des terres où les Mongols ne vivaient pas dans des villes, mais dans des yourtes, ne construisaient pas de tours, mais contrôlaient l'espace. Ici, les Polos virent pour la première fois des clans mongols. Hommes à cheval, femmes dans des chapeaux de fourrure complexes,
enfants gardant des moutons avec des bâtons. L'un de ces cavaliers, ayant entendu qui était devant lui, conduisit la caravane auprès de l'aîné du campement nomade, un fonctionnaire autorisé qui avait reçu du khan le droit de surveiller les passants. C'est là, dans une tente tendue au milieu de la steppe, que Niccolo présenta les documents et transmit la lettre du légat papal. Marco se souvint comment le fonctionnaire examina longuement les sceaux et demanda en quelle langue était écrite la lettre. Après un bref conseil et plusieurs vérifications, la caravane reçut un paisa, plaquette officielle ornée du symbole du pouvoir de Kubilai, document donnant le droit d'exiger chevaux et provisions à toutes les stations postales de l'Empire. À partir de ce moment, la route changea. Maintenant, ils étaient accompagnés, escortés, nourris et protégés. À chaque station, on leur proposait de nouveaux chevaux, parfois avec un palefrenier. Le système postal du Grand Empire était construit avec une précision étonnante. Tous les 30 à 40 kilomètres se trouvait un point fortifié où étaient stockés fourrages, vêtements chauds, charbon, sel et réserves. Marco était frappé non pas tant par l'ampleur que par l'ordre. Il notait « Le Grand Empire est gouverné non par le fouet, mais par la règle ». Il marchait le long de la grande route de la soie, même s'il ne connaissait pas ce nom. Des caravanes venaient à leur rencontre. De l'ouest, on apportait argent et vin. De l'est, soie, papier, onguents médicinaux, herbes rares et jade. À Samarcande et Boukhara, qui se trouvaient un peu au sud de leur itinéraire, circulaient déjà des légendes sur l'envoyé papal suivant vers la cour du grand khan. Certains des fonctionnaires rencontrés demandaient à Marco des récits sur Venise, sur la mer, sur le pape. Marco répondait calmement, sans exagérer, mais sentait de plus en plus qu'on l'écoutait comme un représentant d'un monde dont on ne connaît ici que par ouï-dire. Quelque part entre les montagnes du Karakorum et les rivières descendant du côté chinois, la route se divisait. Un chemin menait au sud à Kashgar et plus loin vers l'Himalaya. Un autre à l'est à travers l'Altaï vers la capitale de l'Empire. Les polos choisirent le chemin oriental. Il était plus dangereux, mais plus court. Il faisait plus froid. Les arbres disparaissaient, les gens se rencontraient de plus en plus rarement. Mais la route était maintenant officielle, et ils marchaient non pas comme des étrangers, mais comme porteurs de la volonté du khan. Quand derrière la dernière colline s'ouvrit devant eux une plaine parsemée de campements nomades et des premières fortifications de la Chine du Nord, Marco comprit que derrière lui était restée non seulement la Perse, mais toute l'Europe. Il avait traversé déserts, montagnes et glaciers, à travers des pays disparus de la mémoire, à travers des terres où des temples détruits voisinaient avec des foyers fumants, à travers la peur, les maladies, le froid et la solitude. Il ne savait pas où commençait exactement la Chine, mais sentait qu'il s'approchait du centre de quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple pays. Lorsque Marco Polo, avec son père et son oncle, approchait de la cour du grand khan, la route avait déjà cessé d'être difficile et inhospitalière. Des deux côtés du chemin passaient des caravanes chargées de grains, de tissus, de porcelaine et de sel. Ils croisaient des fonctionnaires, des messagers, des convois gardés. Ce n'était plus la périphérie, mais un territoire sous le contrôle direct de l'administration mongole. Devant eux se trouvait la résidence de Shangdu, l'une des résidences de Kubilai, où il se déplaçait en été, fuyant la chaleur de Khanbalik, sa capitale. À l'entrée de la ville, la caravane des polos fut arrêtée par des gardes. Le traducteur présenta le paisa doré, plaquette officielle avec le sceau du khan, qui leur avait été délivré encore en Occident. Les documents furent vérifiés, la caravane fut admise, et une escorte gardée se joignit à elle. Les routes près de la résidence étaient pavées avec régularité. Au virage se dressaient des lions de pierre. Dans la ville fonctionnaient des entrepôts, des écuries, des cuisines et des chancelleries. Des deux côtés des rues se tenaient des constructions en bois, aux toits courbés, peintes en rouge, bleu et vert. Tout était propre, organisé et silencieux. Ici, personne ne se pressait et personne ne criait. Non par peur, mais selon l'ordre établi. La famille Polo fut installée dans une maison pour hôtes étrangers. On leur attribua des serviteurs
un traducteur, une garde et une liste de règles. Il leur était interdit de s'approcher seuls des appartements du Khan sans invitation, de visiter la chancellerie et de parler avec des fonctionnaires sans accompagnement. Tout était soumis à une hiérarchie précise. Le père et l'oncle menaient des négociations avec les ministres, transmettaient cadeaux, lettres et marchandises qu'ils avaient transportées à travers la moitié du monde. Marco, bien que plus jeune, observait cela non comme un enfant, mais comme un homme prenant au sérieux la compréhension du dispositif du Nouveau Monde. La première apparition devant Kubilai eut lieu quelques jours plus tard. La réception fut solennelle, mais pas fastueuse. Ils furent conduits à travers les cours intérieures, passant devant des gardes et des fonctionnaires, dans une salle où sur une estrade était assis le Khan, un homme à la large poitrine, barbe noire et visage calme. Il parlait d'une voix basse, en mongol. À côté se tenaient des traducteurs, des serviteurs et des conseillers. Nicolo et Maffeo s'inclinèrent. Marco fit de même. Kubilai, selon les mots de l'interprète de la cour, se souvenait que le père et l'oncle de Marco étaient déjà venus à la cour et étaient repartis avec la mission de ramener des envoyés du pape. Maintenant, bien que le clergé ne soit pas venu avec eux, l'arrivée même de la famille fut perçue comme un signe de respect. Le Khan ordonna d'installer les hôtes dignement et dit qu'à l'avenir, il serait peut-être possible d'utiliser leurs connaissances. Les premières semaines de vie à la cour furent remplies d'observations. Marco voyait comment fonctionnait le service postal. Les messagers se relayaient aux stations préparées, transmettaient les ordres, livraient les marchandises et revenaient avec des rapports. Il apprit que l'armée était approvisionnée de manière centralisée, que pour chaque fonctionnaire existait un rang, un vêtement et un rituel. Le palais, bien que construit en bois, était aménagé avec un tel soin que rien ne se produisait par hasard. Lors d'une promenade, il remarqua comment des scribes copiaient des documents simultanément en 2 langues, chinois et ouïghour. Et au matin, un médecin de cour recevait des rapports sur la santé des gardes supérieurs et même des cuisiniers. Avec le temps, l'attention du Khan se tourna vers Marco lui-même. Le jeune Européen parlait avec retenue, mais avec assurance. Il connaissait les bases du commerce oriental, se débrouillait dans les comptes, pouvait décrire les routes d'Europe, les ports et les coutumes. Lorsqu'à la cour fut discutée la possibilité d'envoyer quelqu'un avec une mission diplomatique dans une province du Sud, le Khan, sur proposition d'un conseiller, choisit Marco comme personne non liée à la noblesse locale, mais capable d'observer, de mémoriser et de rapporter sans peur et sans parti pris. Son premier voyage fut de courte durée. Il accompagna un fonctionnaire vérifiant le bon état des routes et l'exactitude des collectes fiscales. Revenu après quelques semaines, Marco présenta un rapport détaillé. Combien de stations fonctionnèrent correctement, où les chevaux postaux étaient malades, où manquait le grain. Il ne se plaignait pas et ne portait pas de jugement, énumérait simplement les faits. Le Khan, ayant pris connaissance du rapport, ordonna de donner à Marco un vêtement de rang de fonctionnaire, autorisa l'entrée libre aux archives et l'inclut dans la liste des envoyés de confiance. Maintenant, Marco voyait non seulement la capitale, mais aussi l'organisation des provinces. Il fut dans des villages où on cultivait le riz, dans des villes aux murs de terre crue, dans des endroits où un temple voisinait avec un poste de collecteur d'impôts. Il vit comment les fonctionnaires organisaient les marchés, comment s'établissaient les prix, comment se résolvaient les litiges. Il était accompagné de gardes. Et dans chaque ville, les autorités locales savaient que ce jeune homme voyageait au nom de Kubilai lui-même. Au palais, il assistait aux réunions de la chancellerie. Parfois, il était présent lors des conversations du Khan avec des ambassadeurs, parfois lors de cérémonies. Pendant l'une des fêtes, quand à Chengdu arrivèrent des délégations de Birmanie, Marco se trouva parmi les spectateurs observant les danses, le jeu des musiciens, les sacrifices et la remise de cadeaux. Dans ses notes, cette fête fut décrite avec précision. Composition des plats, tissu des vêtements, ordre de sortie des invités. Progressivement, Marco devenait partie du mécanisme. On le connaissait, on lui faisait confiance,
Mais il ne perdait pas l'étonnement. Il notait comment, dans la province du Sichuan, les femmes géraient les boutiques commerciales. Comment, dans le sud de la Chine, on imprimait de l'argent papier. Comment, dans les montagnes du nord, on effectuait le recensement de la population. Il comprenait que l'Europe ne savait rien de ce monde et sentait que c'était précisément à lui qu'il serait destiné de transmettre ses connaissances. Un jour, en conversant avec un conseiller âgé, Marco demanda pourquoi en Chine il y avait si peu de révoltes, malgré l'énorme quantité de peuple. Le conseiller répondit « Parce que chacun sait qui il est, à qui il est soumis et de quoi il est responsable. Ici, l'ordre est plus important que la liberté, et les gens, fatigués du chaos, préfèrent la loi. » Ces mots restèrent dans la mémoire de Marco. Il n'était plus simplement le fils d'un marchand. Il était devenu envoyé, homme qui vivait entre les mondes et savait parler à chacun dans sa langue. Après que Marco Polo fut devenu envoyé de confiance à la cour de Kubilai, sa vie se transforma en un chemin continu. Il ne restait plus dans la capitale. On l'envoyait dans les provinces, aux frontières, dans des terres où le pouvoir du Khan était présent non par décret, mais par la parole, le nom, la trace sur la route. Sa tâche était d'observer, d'apprendre, de transmettre. Et il faisait cela non pas à la hâte et non pas avec appréhension, mais attentivement, sans préjugés, avec des yeux ouverts et une mémoire vivante. L'une des premières expéditions auxquelles il participa longeait le grand fleuve Yangtze. Ce chemin menait à travers des régions densément peuplées, où les villes s'étiraient le long des rives, comme les maillons d'une chaîne. Marco notait comment des barges chargées de riz et de sel descendirent le courant, dirigées par des équipes de 20 personnes et plus. Dans un village riverain, il rencontra un ancien qui lui expliqua que leur village ne cultivait pas de grains. Il élevait des bateliers. Les hommes dès la jeunesse partaient en navigation et les femmes tenaient le ménage et s'occupaient des vieillards. Un peu plus au sud, dans une région au climat humide et brumeux, Marco se retrouva parmi des peuples dont la langue et les vêtements n'étaient semblables ni aux Chinois ni aux Turcs. Dans les villages, les maisons étaient sur pilotis, et la nuit sur les poutres sous les toits séchaient des herbes qui éloignaient les serpents. Là tomba malade le fonctionnaire accompagnant la caravane. Et Marco, restant le seul représentant du pouvoir central, mena personnellement les négociations avec les anciens locaux, nota les noms des localités, observa les rites auxquels participaient des femmes vêtues de robes avec des applications en forme d'oiseaux et de grenouilles. Il ne comprenait pas leurs mots, mais sentait que ces rituels étaient importants. La mission suivante le conduisit au Yunnan, vaste province montagneuse au sud-ouest de l'Empire. Ce territoire n'avait été inclus dans l'État mongol que récemment, et là agissaient encore des principautés locales maintenant une soumission formelle au Khan. Dans cette région, il vit pour la première fois l'extraction de l'or dans les rivières de montagne. Les gens étaient assis jusqu'aux genoux dans l'eau, tamisant le sable dans des paniers tressés avec l'espoir d'attraper au moins un grain d'or. Ils s'arrêtaient dans des villages où les maisons étaient reliées par des ponts suspendus faits de racines d'arbres liés. Et l'un de ces ponts, Marco décrivit dans ses notes comme un sentier passant au-dessus d'un abîme qu'on ne pouvait mesurer même du regard. Là, il rencontra un moine, portant dans sa manche un petit oiseau à l'aile brisée. Il dit qu'il l'avait trouvé blessé il y a de nombreuses années et depuis ne le lâchait pas. Marco ne demanda pas pourquoi il le portait. Il se souvint simplement de cette image, comme partie de ce monde qu'il était impossible d'expliquer par des chiffres et des rouleaux. Plus tard, Kubilai l'envoya dans les régions du sud à la frontière avec la Birmanie. Ce n'était pas une mission diplomatique formelle, mais plutôt une reconnaissance. Le royaume birmane suscitait de l'inquiétude. Il se renforçait et les militaires du Khan voulaient savoir ce qui se passait à la frontière lointaine. Le chemin fut difficile. Pluie tropicale, forêt humide, maladie. Plusieurs personnes tombèrent malades. L'une fut emportée par un torrent de boue. Et Marco mena personnellement les négociations avec les guides pour ne pas s'écarter de l'itinéraire. Quand ils atteignirent la capitale de la principauté, l'accueil fut poli, mais réservé.
On ne permit pas aux envoyés d'entrer dans le palais central, mais au nom du souverain, on leur transmit des cadeaux, tissus, fruits, épices. Marco fut étonné par la façon dont tout était organisé ici. Des temples aux toits dorés, d'énormes représentations de lions et d'éléphants à l'entrée, une musique sonnant dans un rythme choral et qui semblait ne jamais s'arrêter même la nuit. L'un des prêtres supérieurs lui dit par l'intermédiaire d'un traducteur « Ici tous entendent les pas du khan, mais jusqu'à présent, personne n'a ouvert la porte. » Un autre itinéraire conduisit Marco au Tibet. Ce n'était pas une mission diplomatique, mais plutôt une mission d'observation. Voir comment s'étendait l'influence de l'Empire dans les régions montagneuses difficiles d'accès. La route fut épuisante. Cols, froid, manque de combustible. La nuit même, le thé gelait dans les marmites. Et une fois, toute la caravane fut forcée de marcher sans nourriture presque une journée entière, parce que les chevaux ne purent monter la pente enneigée. L'un des compagnons mourut, et son corps fut enterré dans les pierres. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Dans un monastère, on permit aux polos de passer dans la salle de copie des textes. Des scribes vêtus de robes sombres étaient assis en silence, plongeant tour à tour leurs pinceaux dans une encre sombre, sans se presser, sans se distraire, comme suivant le rythme de la respiration. Il remarqua comment ils tenaient le pinceau, s'appuyant sur l'auriculaire, touchant presque le papier seulement de son extrémité. Il ne comprenait pas leur langue, mais sentait que c'étaient des gens pour qui le silence signifiait plus que la parole. Du Tibet, il revint non avec un rapport, mais avec une observation. Ici, vivent ceux qui regardent le ciel et non le trône, et donc on ne peut les vaincre, seulement les entendre. Certains de ces voyages n'étaient pas liés à des ordres concrets. Parfois, il accompagnait des inspecteurs fiscaux, parfois des caravanes de sel, parfois des constructeurs de ponts. Il fut dans des endroits où les hommes marchaient en longs turbans, et les femmes portaient des anneaux au nez et ne les enlevaient même pas la nuit. Il décrivit des tribus où les têtes des ancêtres décédés étaient conservées dans des récipients spéciaux en argile, et où les enfants dès le plus jeune âge apprenaient non les noms des rois, mais les noms des vents et des oiseaux. Il ne comprenait pas toujours ce qu'il voyait, mais il notait toujours. Certains de ces récits paraîtront plus tard incroyables. Il affirma avoir vu des gens dormant dans des filets suspendus aux arbres pour éviter les morsures de serpents. Il raconta des villages où les hommes ne participaient pas au commerce, mais vivaient en reclus, tandis que les femmes géraient les marchés. Il nota que quelque part on vénérait des pierres lisses avec des trous à travers lesquels, selon la croyance, on pouvait entendre la voix des parents décédés. Ces détails susciteront des doutes chez les lecteurs, mais Marco n'ajoutait pas d'embellissement. Il fixait tout ce qu'il voyait ou entendait, même si cela ne se prêtait pas à l'explication. Il revenait à la cour, non comme un marchand, non comme un fonctionnaire, mais comme un homme portant dans sa mémoire les images d'autres mondes. On ne lui demandait pas s'il croyait en ce qu'il décrivait. On exigeait de lui la précision, et il la donnait. Parfois, il devait décrire des villes où il n'y avait pas de murs. Parfois, des marchés où au lieu d'argent on utilisait des coquillages. Parfois, des temples où dans l'autel se trouvait un miroir. Tout cela ne s'inscrivait pas dans les représentations européennes de l'Orient. Et Marco savait déjà qu'un jour, on ne le croirait pas. Mais il continuait à écrire. Parce qu'il croyait qu'un jour, quelqu'un voudrait comprendre quel était le monde, tant qu'on ne l'avait pas encore oublié. Lorsque Marco Polo arriva pour la première fois à Hangzhou, il nota dans ses écrits qu'il n'avait jamais vu de ville aussi riche, aussi ordonnée et aussi peuplée. Après des mois passés dans les montagnes, les provinces et aux confins, il se retrouva au centre de la Chine du Sud densément peuplée, dans l'ancienne capitale de la dynastie Song, qui même après la conquête mongole, conservait son importance comme centre commercial et culturel le plus important. Ici, il n'y avait pas de traces de destruction, au contraire. Tout témoignait d'une prospérité construite sur le travail quotidien et une gestion précise. La ville s'étendait sur les rives du lac de l'Ouest parmi les canaux, les ponts, les jardins et les ruelles tranquilles. Chaque matin,
Marco observait comment sur l'eau descendaient des bateaux chargés de poissons, de riz, d'épices et de tissus. Les bateliers arrosaient les rames d'eau chaude pour que le bois ne se fende pas. Des femmes faisaient bouillir du thé près des quais. Des fonctionnaires, debout sur les ponts, vérifiaient les cargaisons et apposaient des seaux sur des plaquettes remplaçant les reçus. Dans la maison d'un marchand respecté, où Marco résidait sur ordre de la cour, il vit une grande bibliothèque où étaient conservés des centaines de livres imprimés. Les pages étaient imprimées à partir de planches de bois, le texte gravé en miroir. Là, on lui montra pour la première fois de l'argent papier. L'hôte expliqua que de tels billets étaient acceptés dans tout l'Empire, que leur émission était contrôlée par le centre et la contrefaçon était punie de mort. Les billets étaient couverts de sceaux et de signes, et malgré leur légèreté, avaient dans la ville la même force que l'argent. À Hangzhou, Marco s'attarda plusieurs semaines. Il fut dans le port où les navires se préparaient à appareiller vers les provinces du sud et l'archipel. Il vit comment on chargeait des ballots de soie, des coffres de porcelaine, des sacs de gingembre séchés et d'écorces d'arbres. Sur les marchés, il observa des marchands proposant épices, papier, lampes, instruments, mélanges à fumer, céramique et même plats préparés. Des cuisiniers de rue préparaient nouilles et raviolis directement devant les acheteurs, les pliant soigneusement dans des emballages de papier de palmier. Tout se passait calmement et rapidement. Personne ne se pressait et personne ne traînait. Après cela, il se dirigea vers Suzhou, ville que les habitants appelaient ville de l'eau et des ponts. Elle était traversée par des dizaines de canaux, et presque à chaque carrefour se dressaient des ponts de pierre ou de bois, à une seule travée et en arc. Les bateaux s'y déplaçaient aussi sûrement que les chariots dans les rues. Dans chaque quartier, il y avait son propre marché où se vendaient des articles de soie, de laque, de cuivre. Marco fut dans un atelier où on fabriquait de la porcelaine. Les maîtres travaillaient en silence, dessinant de fins motifs bleus sur l'argile crue. L'un d'eux expliqua « Chaque ligne se répète, mais n'est jamais identique, sinon ce ne serait pas du travail, mais une empreinte. » Dans les quartiers se trouvaient des anciens veillant à l'ordre. Les rues étaient régulièrement nettoyées, les marchandises pesées sur des balances vérifiées par les fonctionnaires. Les registres du commerce étaient tenus quotidiennement. Même dans la nourriture de rue se sentait le système. Portions, prix, ingrédients. Tout pouvait être vérifié. Une fois Marco fut témoin d'une scène où un acheteur retourna un plat et exigea l'argent en retour. Et le vendeur, sans discuter, rendit la pièce. Plus tard, il arriva à Khanbalik, nouvelle capitale de l'Empire, construite par Kubilai sur l'emplacement de l'ancienne ville de Jongdu. Ici, Marco sentit pour la première fois que le pouvoir pouvait prendre la forme non d'un palais, mais de la planification même. La ville était construite selon un schéma rectangulaire, quartier, rue, murs. Tout correspondait à un plan établi à l'avance. Bâtiments de l'administration, entrepôts, salle du palais, garnison militaire. Chaque élément avait sa place et sa fonction. Le palais central, bien que construit en bois, frappait par ses dimensions. D'énormes salles décorées de peintures, des colonnes soutenant un haut toit, des cours intérieures où se déroulaient des cérémonies. À Khanbalik, Marco fit connaissance avec l'organisation du service postal. Il vit comment étaient aménagées les stations où on changeait les chevaux, comment les messagers recevaient des signes pour le passage, comment se transmettaient les documents importants. Il fut particulièrement frappé par le Grand Canal, voie d'eau reliant la capitale aux régions du sud. Sur celui-ci passèrent des barges chargées de riz, de sel, de tissus, de matériaux de construction. Chaque lot avait une marque et un accompagnement, et arrivait exactement à temps. Marco notait comment en Chine se combinaient raffinement et pragmatisme. Dans une chancellerie, on lui montra un dispositif pour les calculs, un boulier, avec lequel on effectuait des calculs complexes. Dans un autre endroit, des boîtes en bois, dans lesquelles étaient conservées les empreintes de caractères d'imprimerie. Il écoutait comment les fonctionnaires discutaient des récoltes et des rapports fiscaux.
et voyait comment ces chiffres devenaient des ordres, puis de l'action. Il écrivait sur le papier qu'on utilisait non seulement pour l'écriture, mais aussi pour l'emballage, l'enveloppe des livres, l'argent, sur la poudre appliquée non seulement à des fins militaires, mais aussi pour les feux d'artifice organisés lors des fêtes, sur le thé conservé dans presque chaque maison, sans sucre, mais avec respect, sur la soie qui n'était pas un luxe, mais une partie des vêtements quotidiens, sur les routes larges, pavées, avec des distances régulières entre les auberges. Il ne voyait pas de merveille, il voyait l'organisation. Et plus longtemps il vivait dans ce monde, plus il comprenait que l'Empire se tenait non seulement sur des ordres, mais sur la confiance. Les fonctionnaires recevaient un salaire et savaient qu'il viendrait à temps. Les marchands n'avaient pas peur de voyager loin, parce qu'ils savaient que la route serait praticable. Même les pauvres dans les rues ne paraissaient pas désespérés. Ils vivaient dans un système où chacun connaissait sa place et pouvait compter au moins sur la protection. Et le soir, quand ils passaient dans les rues éclairées par des lampes à huile et entendaient les conversations dans les maisons de thé, le bruissement du papier dans les boutiques, le clapotis de l'eau près des quais, ils sentaient que ce n'était pas simplement un état, c'était l'ordre transformé en quotidien. Et à lui, étranger, on avait donné la possibilité de le voir de l'intérieur. Lorsque Kubilai décida de marier l'une de ses parentes, la princesse Kekeshin, au Khan-il-Khanid de Persée Argoun, se posa la question de qui pourrait l'accompagner à travers des terres dangereuses et éloignées. Par voie terrestre, le chemin était long et peu sûr. L'Asie centrale n'obéissait plus inconditionnellement au pouvoir du Khan, et les anciennes routes étaient devenues fragiles. Alors fut prise la décision de l'envoyer par mer à travers la Chine du Sud, passant par l'Inde jusqu'aux côtes du golfe Persique. Cette mission fut confiée à un groupe d'ambassadeurs étrangers et d'accompagnants, parmi lesquels se trouvèrent les Polos. Ils furent choisis non seulement pour leur mérite passé, mais aussi parce qu'aucun autre proche n'avait une telle expérience des longs voyages et des négociations avec les étrangers. Marco, à ce moment-là, n'était plus un novice. Derrière lui, des années de service, des voyages au Tibet, au Yunnan, au sud et aux frontières de la Birmanie. Il savait comment parler avec différentes personnes, comment se comporter dans des ports inconnus, comment lire les visages de ceux qui ne parlaient pas une langue familière. Mais même lui ne pouvait prévoir à quel point cette expédition deviendrait un tournant dans le destin de la famille et dans leur relation avec la cour impériale. La préparation se fit à Quanzhou, grand port sur la côte sud. Là se préparaient au départ plus de 10 navires. Le vaisseau amiral avec la princesse, des cargos, des escortes et des auxiliaires. À bord se trouvaient des fonctionnaires, des médecins, des gardes, des serviteurs, des navigateurs, des marins du sud et des fonctionnaires du nord. Chaque navire avait son itinéraire, sa liste de tâches. Les Polos étaient affectés au vaisseau amiral et répondaient à de la coordination, de l'observation, de la tenue des journaux, de la correspondance avec les ports et du rapport sur le déroulement de la mission. Ce n'était pas de la diplomatie informelle, mais plutôt un service difficile dans des conditions imprévisibles, avec un vent changeant et une instabilité croissante. Juste avant le départ, Marco remarqua comment l'atmosphère à la cour avait changé. Kubilai, affaibli par l'âge, sortait rarement vers les gens. Les décisions prenaient plus de temps. Ceux qui auparavant aidaient la famille Polo avaient disparu ou s'étaient écartés. Et les nouveaux proches, jeunes fonctionnaires militaires des provinces du Nord, regardaient les étrangers avec méfiance. On les respectait, mais on ne les considérait plus comme nécessaires. La réception qui auparavant s'accompagnait de conversations, de cadeaux, d'attentions, était maintenant devenue froide et brève. Marco écrivait dans ses notes que le respect demeurait, mais l'intérêt avait disparu. Le chemin le long de la côte ne fut pas rapide. L'été dans la mer du Sud, temps de pluie et de fortes marées. Les navires avançaient lentement, entrant dans les havres pour renouveler les réserves d'eau, sécher les vêtements et réparer le gréement. À bord apparurent les premières maladies. Fièvre, maux de tête, insomnie,
plusieurs marins moururent. L'un des officiers du navire, homme respecté, fut trouvé mort au matin. Près de lui gisaient des lettres. Marco ordonna de l'enterrer en mer selon la coutume locale, avec une prière et un morceau de tissu brodé du symbole du Khan. Lors d'un arrêt sur la côte de Champa, Marco se heurta à des fonctionnaires locaux qui se montrèrent polis mais indifférents. Ils ne se pressaient pas d'aider, invoquant la chaleur, les maladies, l'absence de pouvoir. Il sollicita une audience auprès du gouverneur pendant 3 jours avant d'être reçu. Non parce qu'il représentait le Khan, mais parce que la princesse se trouvait sur l'un des navires. Un officier accompagnant la délégation lui dit « Ici, on reconnaît la force, non le nom. » Dans certaines escales, il restait 2 ou 3 semaines. Pendant l'un de ses arrêts au large de la péninsule malaise, une partie des navires fut endommagée après une tempête. Il fallut réparer les voiles, changer les clous, recharger les sacs de riz. Marco, pendant ce temps, se rendait à terre, rencontrait des marchands. Il s'enquérait de l'Inde, des mers, des saisons. Tous d'une seule voix conseillaient d'être prudents. À cette époque de l'année, commençaient les moussons et traverser l'océan signifiait tout risquer. Mais rester plus longtemps n'était plus possible. Quand les conditions météorologiques s'améliorèrent un peu, la flottille se mit en route vers le sud-ouest, se dirigeant vers la côte occidentale de l'Inde. Les navires se perdirent les uns les autres dans une tempête nocturne, et seulement une semaine plus tard, se rassemblèrent à nouveau au large des côtes du Kerala actuel. Là, les polos entrèrent dans des ports où on commerçait poivre, bijoux et santal. Il nota « Ici, les marchands sont comme des princes, et les juges comme des collecteurs de sel. » Il passa plusieurs jours à Quilon, communiquant avec l'administration locale. On lui montra des entrepôts où étaient conservées épices, tissus, perles. Là, il rencontra un traducteur persan servant à la factorerie locale. Par son intermédiaire, Marco s'enquit de ce qui se passait en Perse, qui était maintenant au pouvoir. Et cela se confirma. Arghun, à qui était initialement destiné Kökechin, était mort. Mais son fils Ghazan Khan était prêt à recevoir la princesse comme partie d'une alliance dynastique. Cela signifiait la mission restait en vigueur, mais le destinataire avait changé. Pendant que l'expédition restait sur place, Marco commença à penser de plus en plus au retour. Il sentait que leur temps à la cour était passé. Le respect demeurait, mais les liens s'étaient affaiblis. On ne leur confiait plus de postes. On ne leur confiait plus d'importantes négociations. Et leurs rapports restaient sans réponse. Ils n'étaient pas exilés, mais non plus nécessaires. Il nota « Le grand soleil ne part pas. Il cesse simplement de nous éclairer. » Ils présentèrent une requête de retour. D'abord par l'intermédiaire de fonctionnaires de rang moyen, puis par d'anciens amis, puis par écrit. Il n'y eut pas de réponse. L'un des courtisans, dans une lettre transmise par le capitaine de la flottille, leur écrivit « Le Khan se tait, mais le chemin est ouvert. » Cela signifiait « Vous pouvez partir si vous osez, mais n'attendez pas d'adieu formel. » Quand la mission avec Kökechin continua et que l'itinéraire fut à nouveau approuvé, les polos comprirent que c'était précisément maintenant qu'ils avaient une chance. En accomplissant la mission, en livrant la princesse, ils pourraient se retirer. Le Khan n'interdisait pas, mais ne retenait pas non plus. C'était une pause dans laquelle il fallait partir. Leur navire quitta le port indien avec une cargaison légère, mais avec un sentiment lourd. Ils laissaient derrière eux non seulement l'Empire, mais aussi presque 20 ans de vie. Personne ne leur fit signe d'adieu. Il n'y eut pas d'adieu solennel, seulement la mer, le vent lourd, la fatigue et le désir de rentrer chez eux. Lorsque les navires accompagnant la princesse Kökechin quittèrent les rives des possessions méridionales des Yuan, personne ne pouvait prédire à quel point le chemin du retour serait difficile. La famille Polo, Marco, son père et son oncle, ne comptaient plus retourner à la cour de Kubilai. Leur rôle à la cour s'était progressivement éteint, et l'accompagnement de la princesse devint une occasion non seulement d'accomplir le dernier devoir,
mais aussi de quitter l'Empire avec honneur. La flottille se dirigeant vers le golfe Persique consistait en environ 14 navires, y compris le navire sur lequel se trouvait Kökèchine. Dès les premiers jours de navigation se révélèrent des difficultés. L'un des navires s'échoua sur la côte et reçut une brèche dans la coque. Sa cargaison dut être rapidement transférée sur les navires voisins, et une partie de l'équipage périt en tentant de rejoindre la rive à la nage. Quand la flotte atteignit la côte de Malabar, se produisit le premier incident grave. Dans l'un des ports, mourut le fonctionnaire principal, responsable de l'organisation de l'itinéraire. Cela provoqua la panique parmi les serviteurs et fut cause d'un long arrêt. Marco prit sur lui les obligations de coordination, établit de nouvelles listes, répartit les cargaisons, négocia avec les capitaines. Les réserves se gâtaient. La chaleur tropicale accélérait la pourriture. Dans les cales s'installèrent des rats, et commença la lutte pour chaque tonneau d'eau. Pendant la traversée des eaux du golfe du Bengale, dans l'expédition, éclata une épidémie. D'abord, il y eut 3 malades. Une semaine plus tard, plus de 20. Chez les gens montait la température. Commencèrent des vomissements, une faiblesse. On isola les malades sur l'un des navires de charge, mais bientôt l'infection se propagea à toute la flotte. Marco notait quotidiennement le nombre de morts, ordonnait de brûler les vêtements, organisait le lavage dans la mesure où le permettaient les réserves d'eau douce. Il n'était pas médecin, mais se souvenait des conseils des guérisseurs chinois. Garder l'air sec, ne pas permettre la stagnation, aérer les cales. Parfois, il semblait que tout était vain. L'odeur de la mort imprégnait les cordages, les planches et les vêtements. À Sumatra, l'expédition fit un arrêt forcé. L'île, avec ses forêts denses, ses villages au bord même de l'eau et son relief complexe devint un salut, mais aussi une nouvelle source d'inquiétude. Les gens étaient épuisés, les navires avaient besoin de réparation, et les habitants locaux n'étaient pas toujours amicaux. Les polos établirent un camp sur une hauteur, échangeaient tissus et armes contre nourriture et eau. Plusieurs personnes moururent de fièvre déjà sur la rive, et les corps durent être enterrés dans la forêt sous les racines des arbres. Dans le camp, Marco surveillait strictement la discipline. On faisait bouillir l'eau, les tours de garde étaient répartis clairement, la nourriture distribuée par heure. Quand les navires reprirent la mer, les surprit une mousson. Les vagues frappaient là le bord si fort que le grincement du bois s'entendait même la nuit. Un navire disparut, un autre perdit son mât, et sur le 3e éclata un conflit entre officiers à cause de la répartition des réserves. Marco intervint personnellement comme médiateur, ne permettant pas au conflit de se transformer en mutinerie ouverte. Il comprenait « encore un échec » et l'expédition se désagrégera. Il agissait non par menace, mais par autorité. Les gens l'écoutaient parce qu'au cours des années de voyage, il avait prouvé qu'il pouvait survivre là où d'autres se retiraient. Assez lents, ils s'arrêtèrent pour remplacer le mât et acheter des produits frais. Ici, Marco vit pour la première fois les rochers du temple, des représentations sculptées de Bouddha, d'énormes statues entourées du parfum du santal. Dans l'un des villages, il passa la soirée dans la maison d'un ancien où il entendit des récits sur des marchands du Nord, sur les cycles lunaires, sur des ports secrets où on échange de l'or contre des épices. Enfin, ils atteignirent Ormuz. Là, dans l'air épais imprégné de poussière et d'odeur de campement de chameaux, s'acheva leur mission. La princesse Kökèchine fut remise avec les honneurs à la délégation persane, et les polos, pour la première fois en de nombreuses années, devinrent libres d'obligations. Ils ne cherchaient pas de nouvelles missions, ils cherchaient le chemin vers la maison. D'Ormuz, ils se mirent en route vers le nord, à travers Yazd, le désert de Dasht et Kavir, puis à Shiraz, et de là à Tabriz. Ces villes leur étaient familières par les récits des marchands, mais devinrent maintenant réalité. À Tabriz, ils entendirent pour la première fois que les navires vénitiens et génois luttaient à nouveau pour le contrôle des routes commerciales. Cela signifiait que le retour par mer à travers Constantinople et la côte de la mer Noire pouvait être lié à un risque, mais il n'y avait pas le choix. Lors d'une halte entre Shiraz et Tabriz,
Ils trouvèrent un coffre en chêne avec lequel Marco avait parcouru presque tout le chemin. Dans celui-ci étaient conservés des rouleaux, des notes, des tissus, des échantillons d'herbes et des aiguilles obtenus en Chine. C'était leur archive, non officielle, personnelle, pleine de fragments et de traces de la vie réelle. Ils le fermaient en silence, ne sachant pas où et quand ce coffre s'ouvrirait à nouveau, et qui lirait ce qui était à l'intérieur. Lorsque Marco Polo, son père Niccolo et son oncle Maffeo posèrent le pied sur la terre vénitienne en 1295, plus de 20 ans s'étaient écoulés depuis le jour où ils avaient quitté leur ville natale. D'abord un bref arrêt à Acre, puis le chemin à travers l'Anatolie et la mer Noire, et enfin les eaux familières de la lagune. Ils ne ressemblaient pas à ceux qui étaient répartis. Visage hâlé, peau basanée, vêtements cousus à la chinoise. Leur parler gardait difficilement le rythme italien habituel. Après 24 années de route, de palais et de tempêtes, 3 hommes posèrent le pied sur la terre familière. Mais Venise n'était déjà plus la même, et le fait même de leur retour semblait à la ville presque gênant. Les rumeurs selon lesquelles la famille Polo était revenue d'Orient se répandirent rapidement. Les uns chuchotaient sur la richesse, d'autres sur la folie, les troisièmes sur la sorcellerie, parce que personne ne revenait de Chine, si tant est qu'on y arrive. Leur maison natale se révéla occupée, et des parents ne croyant pas en leur retour avaient falsifié des documents sur l'héritage. Il fallut régler l'affaire par le magistrat, recourant à l'aide de notaires, de témoins, de copies d'archives et surtout d'argent. Plusieurs mois furent consacrés à récupérer au moins ce qui leur appartenait de droit. Les Vénitiens, réputés pour leur sens des affaires, traitèrent néanmoins les Polos avec méfiance. Ils revinrent avec des marchandises qui ne se vendaient ni au Rialto ni sur les marchés. Leur manière avait changé. Ils parlaient un peu différemment, s'habillaient dans un mélange de styles, racontèrent des choses que personne n'avait vues, sur l'argent papier, sur des ponts de pierre dans des villes comptant des centaines de milliers d'habitants, sur l'encre qui ne se lavait pas à l'eau et des routes où l'empereur gardait des centaines de stations avec des chevaux de réserve. Plus ils parlaient, moins on les croyait. Marco ressentait cela particulièrement vivement. Dans les conversations, on l'appelait le million, pour sa propension à l'exagération, comme le pensèrent d'autres. Ses récits étaient souvent interrompus. On souriait, on changeait de sujet, mais il ne s'indignait pas et ne cherchait pas à prouver. Il savait ce qu'il avait vu. Il se souvenait de chaque route, de chaque poste de contrôle, de chaque caravane persane, de chaque tournant des sentiers de montagne. Et il gardait cela comme une partie de lui-même. Il tenta de vivre tranquillement. Dans la maison restaurée après l'abandon, il s'occupa du ménage, fit l'inventaire des réserves restantes, rangea dans des coffres rouleaux cartes, échantillons de marchandises. Parfois le visiteur des commerçants, ceux qui voulaient en savoir plus sur le chemin vers la Perse. Il partageait, mais ne cherchait pas à devenir enseignant. Il répondait simplement aux questions. En 1298 commença une nouvelle guerre entre Venise et Gênes. Marco, malgré son âge, s'inscrivit dans la flotte. Les historiens discutent, volontairement ou parce que chacun qui avait des moyens et un navire était obligé de participer. Dans l'un des combats navals, près de l'île de Curzola, la flotte vénitienne subit une défaite et Marco fut fait prisonnier. À Gênes, on le garda en prison dans une cellule pour prisonnier de guerre. Là, il fit connaissance avec un homme nommé Rusticello de Pise, scribe qui avait participé à une croisade et s'était rendu célèbre par des écrits sur les chevaliers. C'est précisément Rusticello qui commença à noter les récits de Marco. Ce n'était pas prévu comme un livre. Au début, c'était simplement des soirées passées en récits, longs, détaillés, remplis de noms, d'itinéraires, de chiffres, de descriptions. C'est dans cette cellule, sans carte, sans document, sans possibilité de vérifier quoi que ce soit, que Marco commença à prononcer à haute voix ce qu'il gardait en lui depuis de nombreuses années. Ainsi commença le travail qui se transformerait plus tard en manuscrit célèbre.
Mais pour l'instant, c'était simplement des mots. Et personne, sauf eux deux, ne savait que ces mots deviendraient la base du livre le plus célèbre sur les voyages au Moyen-Âge. Les notes que Marco dictait à Rustichello, dans la prison génoise, n'étaient d'abord pas perçues comme un ouvrage qui survivrait un siècle. C'était une tentative de retenir dans la mémoire ce qu'il était presque impossible de raconter. Marco n'avait avec lui ni cartes, ni journaux de route, ni objets qui auraient pu servir de preuve. Tout ce qu'il avait, c'était ses propres souvenirs, profonds, vivants, remplis de détails. Rustichello notait en français, plus précisément dans une variante de la langue provençale utilisée dans les cercles commerciaux et parmi les lettrés. Il mettait en forme les récits dans le style du roman chevaleresque, insérait des phrases d'introduction, renforçait le dramatisme, parfois adoucissait la rudesse des descriptions. Mais à la base du texte se trouvait une expérience réelle. C'était la première tentative dans l'histoire de l'Occident de décrire l'Asie non comme une Inde abstraite, mais comme un ensemble de pays, de cultures et de peuples, avec leurs propres coutumes, lois, armées, impôts, rituels, formes de vêtements et de paroles. Après sa sortie de prison, Marco revint à Venise. Le manuscrit resta chez les copistes et bientôt commencèrent à apparaître les premières copies. Leur nombre augmenta. D'abord quelques exemplaires, puis des dizaines. Chaque nouvelle copie différait de la précédente. Dans l'une plus de chiffres, dans l'autre plus de merveilles. Parfois les copistes abrégeaient, parfois ajoutaient. Bientôt, il devint impossible de déterminer où se terminaient les mots de Marco lui-même et où commençaient les insertions des scribes et des commentateurs. Néanmoins, le livre qu'on appela par la suite le Million, ou le livre des merveilles du monde, commença à se répandre en Europe. On le lisait en France, on le recopiait à Padoue, on le discutait dans les monastères de Toscane. Les marchands voulaient en savoir s'il était vrai qu'en Chine, on utilisait de l'argent papier. Les cartographes cherchaient dans le texte des repères. Montagnes, fleuves, distances. Les géographes discutaient où se trouvait exactement la ville de Xanadu, ou comment calculer correctement le passage de Gansu aux rives de la mer Jaune. Les uns admiraient, d'autres doutaient. Beaucoup pensaient que Marco n'avait jamais été en Chine, qu'il avait simplement écouté les récits d'autres marchands et dans le livre exposait les observations d'autrui. Les troublait qu'il n'avait pas mentionné la grande muraille de Chine, n'avait pas donné de description détaillée de l'écriture chinoise, n'avait pas cité un seul nom chinois en transcription exacte. Les historiens en discutent jusqu'à aujourd'hui. Mais ceux qui lisaient attentivement trouvaient dans ces récits de tels détails qu'il était impossible d'inventer. L'organisation du service postal mongol, le système fiscal des yuans, les coutumes du palais sous Kubilai, les protocoles des audiences impériales, la géographie des provinces du Tibet à la Mandchourie. Marco, comme tous les voyageurs, ne connaissait pas le langage de la science, mais il possédait un autre, le langage de l'observateur. Il écrivait non sur les merveilles, mais sur les choses qu'il avait lui-même vues. Parfois dans le livre se rencontrent des mentions de gens à queue, d'îles où habitent des géants, de montagnes où vivent des serpents de la taille d'un mât. Mais même ces fragments reflètent plutôt la tradition géographique de l'époque que l'affirmation directe. Au Moyen-Âge, tout exotique, on cherchait à présenter comme merveille. Marco presque toujours ajoutait « On m'a raconté, j'ai entendu, on dit ». Il séparait ce qu'il savait et ce qu'il transmettait d'après les paroles d'autres. Le livre engendra une vague d'intérêt pour l'Orient. On le lisait ceux qui plus tard partaient en voyage. Marchands, pèlerins, aventuriers. Un siècle et demi plus tard, le lira Christophe Colomb et fera dans les marges des notes. Le livre de Polo deviendra l'une des raisons de croire que la Terre est grande et que quelque part à son extrémité vivent des civilisations riches et puissantes avec lesquelles on peut établir des liens. Malgré la gloire que le livre apporta, Marco lui-même resta longtemps dans l'ombre. Il ne participait pas aux festivités, ne faisait pas de discours publics, ne commentait pas les moments controversés du texte. On lui attribuait toutes sortes de nouvelles inventions. Et lui, selon les souvenirs de contemporains,
ne se pressait ni de réfuter ni de confirmer. Dans les dernières années de sa vie, quand les copies du livre se recopiaient dans toute l'Italie et son nom était connu dans les monastères les plus éloignés, Marco menait toujours une vie mesurée et jusqu'à la fin de ses jours, comme on dit, ne se rétracta d'aucun mot. Même sur son lit de mort, quand on lui demanda à nouveau s'il n'avait pas embelli tout cela, il aurait répondu « Je n'ai pas dit la moitié de ce que j'ai vu ». Après la captivité, après la dictée, après le retour, la vie de Marco Polo ne connut plus de tempête. Il resta à Venise, dans cette même maison qu'il avait une fois récupérée de haute lutte. Il vivait tranquillement, presque en reclus, comme un homme qui avait déjà tout eu. Il ne cherchait pas de nouveaux voyages, n'essayait pas de renforcer son nom, ne participait pas à la politique. Tout ce qu'il considérait comme important avait déjà été soit parcouru, soit raconté. Sa vie familiale se déroula sans motif particulier de commérage. Il se maria, éleva des filles, tint le ménage. On sait peu de choses sur son épouse. Les chroniques l'appellent Donata Badoer, fille d'une noble famille vénitienne. Elle venait d'un cercle où tout se décidait prudemment et par calcul. Mais leur mariage, semble-t-il, ne fut pas malheureux. Lui, bien que fatigué du monde, savait être patient et attentif. Et elle, ayant grandi parmi les marchands, comprenait le prix du silence dans la maison. Dans les dernières années, il tomba de plus en plus souvent malade. L'endurance naturelle, acquise au cours des années de voyage, dans les steppes, les déserts, les montagnes, ne sauvait déjà plus. Dans la ville, avec son air humide, ses courants d'air, sa moisissure malachite au coin des murs, les articulations faisaient mal, et la toux ne passait pas pendant des mois. Mais malgré cela, il restait un homme vers qui on venait, parfois pour un conseil, plus souvent simplement pour écouter. De jeunes marins, des copistes, des fils de commerçants. Tous ceux qui avaient au moins une fois entendu que dans cette maison vivait un homme ayant été à la cour du Grand Khan voulaient entendre au moins un nom, un itinéraire, un détail. Il n'était pas riche au sens habituel. Ses biens étaient évalués modérément et la plus grande partie des revenus allait au maintien de la maison, à la dot des filles, au don au temple. Et pourtant, on le considérait comme un homme aisé, non à cause de la quantité de pièces, mais à cause de la quantité de mémoire qui se conservait en lui. Quand la maladie s'aggrava et qu'il devint clair que la vie touchait à sa fin, Marco appela un notaire et commença à dicter son testament. Il mentionnait sa femme, ses filles, les domestiques, plusieurs temples où il laissait un don. Mais l'essentiel, il laissait le livre, celui-là même dicté en captivité, comme héritage. Il n'essaya pas de le réécrire, n'avait pas l'intention de l'abréger, n'apportait pas de correction. Et ce qui frappa particulièrement les contemporains, il refusa de se rétracter de son contenu. Il mourut en janvier 1324. L'enterrement fut modeste selon le rite vénitien. Le cercueil avec son corps fut conduit à travers la ville, et seuls quelques-uns, en passant, reconnurent qui on enterrait. Sur sa tombe, il n'y eut pas de statue, seulement le nom. Sa mémoire n'avait pas besoin de marbre. Après la mort de Marco, passa beaucoup de temps avant que l'Europe ne comprenne vraiment qui il avait été. Son livre continua à être recopié, traduit, abrégé et complété. Sur sa base furent composées des cartes, écrits des traités, composés des légendes. Quelqu'un l'utilisait comme source, quelqu'un comme inspiration, quelqu'un comme avertissement sur jusqu'où peut mener un homme la route. Plus tard, quand la grande route de la soie devint le symbole de la liaison entre l'Occident et l'Orient, le nom de Marco Polo se transforma en marque d'une époque. Son histoire devint partie du mythe général sur le grand monde au-delà de l'horizon habituel. Même au XXe siècle, quand les avions remplacèrent les caravanes, les navires, les chariots et les cartes devinrent numériques, son nom continua à être rappelé. Son chemin commença dans un port. À travers le sable et la neige, les fleuves et les cols, les villes et les palais, il marcha, observant, mémorisant, portant en lui un monde que d'autres ne voyaient pas.
il ne fut ni saint, ni conquérant, ni réformateur. Il marcha simplement et raconta ce qu'il avait vu, et par cela resta dans l'histoire. Mais ce que l'histoire officielle ne raconte pas toujours, c'est que Marco Polo ne se contentait pas de voyager. Il cherchait quelque chose. Non pas de l'or, non pas de la gloire, non pas du pouvoir. Il cherchait le sens. Dans chaque ville qu'il traversait, dans chaque temple qu'il visitait, dans chaque conversation qu'il menait avec un moine tibétain, un marchand persan, un fonctionnaire chinois, il posait des questions. Non pas pour un rapport, mais pour lui-même. Pourquoi les hommes construisent-ils des empires ? Pourquoi certains systèmes tiennent-ils pendant des siècles et d'autres s'effondrent en une génération ? Qu'est-ce qui fait qu'un peuple accepte un souverain étranger et qu'un autre résiste jusqu'à la mort ? Ces questions n'apparaissaient pas dans les rapports officiels. Elles restaient dans ses carnets personnels, dans les conversations nocturnes avec son père, dans les moments de silence sur les routes désertes. Il y avait des nuits où Marco restait éveillé, assis près d'un feu de camp dans les montagnes du Pamir, regardant les étoiles et se demandant si quelqu'un en Europe croirait jamais ce qu'il avait vu. Il y avait des jours où, marchant dans les rues de Hangzhou, il se sentait plus chez lui que dans sa propre Venise. Il y avait des moments où il comprenait que le monde était tellement plus vaste, plus complexe, plus étrange que tout ce que les livres européens décrivaient. Et cette compréhension le changeait. Il ne revenait pas le même homme. Il revenait avec une vision différente du monde, une compréhension différente de la civilisation, une appréciation différente de ce qui était possible. Venise lui semblait maintenant petite, non pas par sa taille, mais par son imagination. Les Vénitiens pensaient que leur république était le centre du monde. Marco savait qu'il y avait des dizaines de centres, chacun avec sa propre logique, sa propre beauté, sa propre vérité. Dans ces dernières années, quand les visiteurs lui demandaient quel était le lieu le plus extraordinaire qu'il avait vu, il répondait souvent de manière inattendue. Pas Khanbalik avec ses palais dorés, pas Hangzhou avec ses millions d'habitants, pas les marchés de Tabriz ni les temples de Ceylan, mais un petit monastère tibétain perché sur une falaise, où il avait passé 3 jours pendant une tempête de neige. Là, un moine âgé lui avait montré comment méditer, pas pour atteindre l'illumination, mais simplement pour calmer l'esprit. Marco, habitué à l'action constante, au mouvement perpétuel, avait trouvé cela d'abord impossible. Mais le 3e jour, quelque chose s'était ouvert, un silence intérieur qu'il n'avait jamais connu. Quand il descendit de cette montagne, il comprit que le voyage le plus important n'était pas celui à travers l'espace, mais celui à travers soi-même, et que toutes les routes qu'il avait parcourues n'étaient que des préparations pour ce moment de compréhension. Cette révélation, il ne la partagea jamais avec Rustichello. Elle n'apparaît nulle part dans le livre officiel, mais ceux qui le connurent dans ces dernières années remarquaient d'ailleurs qu'il avait une qualité rare, la paix intérieure. Pas la résignation, pas la fatigue, mais une véritable paix. Comme s'il avait trouvé une réponse à une question qu'il ne savait même pas qu'il posait. Les routes secrètes de Marco Polo n'étaient pas géographiques. Elles étaient philosophiques, spirituelles, existentielles. Il avait voyagé non seulement à travers l'Asie, mais à travers les différentes façons dont les humains organisaient leur existence. Il avait vu des empires bâtis sur la loi stricte et d'autres sur la tradition fluide. Il avait vu des sociétés où l'individu n'existait presque pas et d'autres où il était sacré. Il avait vu la richesse et la pauvreté, la cruauté et la compassion, le génie et la bêtise. Tout cela dans des proportions différentes, sous des formes différentes. Et ce qui l'avait le plus frappé, c'était que chaque système fonctionnait. Pas parfaitement, mais fonctionnait. Les Mongols, avec leur administration militaire rigide, gouvernaient un empire qui s'étendait de la Pologne à la Corée. Les Chinois, avec leur bureaucratie sophistiquée, maintenaient une civilisation vieille de plusieurs millénaires. Les Persans, avec leur syncrétisme culturel, créaient des villes d'une beauté inimaginable. Les Tibétains, avec leur spiritualité intense, vivaient dans des conditions que d'autres auraient trouvées impossibles. Aucun de ces systèmes n'était meilleur,
qu'un autre dans l'absolu. Chacun était une réponse à un ensemble spécifique de circonstances, de défis, d'opportunités. Et Marco, en observant tout cela, avait développé quelque chose de rare pour son époque, le relativisme culturel. Pas au sens moderne du terme, mais une compréhension intuitive que la civilisation pouvait prendre de nombreuses formes et qu'aucune n'avait le monopole de la vérité. Cette compréhension le rendait inconfortable à Venise. Les Vénitiens voulèrent des certitudes. Ils voulaient en savoir que leur façon de vivre était la bonne, que leurs croyances étaient les vraies, que leur système était le meilleur. Marco ne pouvait plus leur offrir cette certitude. Il avait vu trop, compris trop. Quand on lui demandait s'il était chrétien, il répondait oui, mais d'une manière qui laissait entendre qu'il avait aussi compris le bouddhisme, le zoroastrisme, l'islam, et trouvait dans chacun quelque chose de valable. Cela le rendait suspect. Pas hérétique, mais suspect. Les gens sentaient qu'il avait franchi une frontière invisible, qu'il appartenait maintenant à un monde plus large que celui qu'il connaissait, et cela les mettait mal à l'aise. Ces filles, qu'il aimait profondément, ne comprirent jamais vraiment qui était leur père. Pour elles, il était simplement papa, un homme parfois distant, parfois présent, souvent perdu dans ses pensées. Elles ne savaient pas qu'il parlait couramment 4 langues, qu'il avait conseillé un empereur, qu'il avait traversé des déserts où d'autres mouraient, qu'il portait en lui la mémoire de civilisations entières. Et peut-être était-ce mieux ainsi. Peut-être que la plus grande sagesse de Marco fut de vivre simplement dans ces dernières années, sans prétention, sans ostentation, comme un homme ordinaire dans une ville ordinaire, gardant ses extraordinaires souvenirs pour lui-même, les partageant seulement avec ceux qui avaient vraiment les oreilles pour entendre. Le livre qu'il dicta à Rustichello fut une version édulcorée, simplifiée de ce qu'il avait vraiment vécu. C'était un livre pour le public, pour les marchands, pour les curieux. Mais le vrai livre, le livre secret de Marco Polo, ne fut jamais écrit. Il existait seulement dans sa mémoire, dans ses silences, dans la façon dont il regardait l'horizon, même quand il n'y avait pas d'horizon à voir. Ce livre secret contenait des vérités plus profondes, que la civilisation est fragile, que les empires s'effondrent, que ce qui semble permanent est temporaire, que la seule constante est le changement, que les humains, malgré toutes leurs différences superficielles, partagent les mêmes besoins fondamentaux, les mêmes peurs, les mêmes espoirs. Que la compassion est universelle, même si elle s'exprime différemment. Que la beauté existe partout, si on a les yeux pour la voir. Que le sens ne se trouve pas dans une destination, mais dans le voyage lui-même. Ces leçons, Marco les avait apprises non dans les livres, mais sur les routes. Non dans les discours des sages, mais dans les gestes des gens ordinaires. Non dans les palais des puissants, mais dans les huttes des pauvres. Il avait appris que le paysan chinois cultivant son riz dans une rizière inondée possédait une sagesse que l'empereur dans son palais n'avait pas. Que la femme mongole tissant dans sa yourte sous les étoiles comprenait quelque chose sur la vie que les philosophes vénitiens ne comprendraient jamais. Que l'enfant tibétain, gardant des yaks dans les montagnes, avait une liberté que les nobles européens ne connaîtraient jamais. Et ces vérités, il les garda précieusement, comme des trésors plus précieux que toute la soie et la porcelaine qu'il aurait pu ramener. Quand la mort approcha, Marco ne ressentit pas de peur. Il avait fait ce qu'il devait faire. Il avait vu ce qu'il devait voir. Il avait compris ce qu'il devait comprendre. Et il avait témoigné, même imparfaitement, même incompris, de l'immensité du monde. Dans ces derniers jours, délirant parfois de fièvre, il parlait en plusieurs langues. En mongol, en persan, en chinois, en italien. Ses filles, assises à son chevet, ne comprenaient pas ces mots, mais elles entendaient dans sa voix quelque chose d'autre, une nostalgie, pas pour des lieux, mais pour un temps où tout semblait possible, où chaque jour apportait de nouvelles merveilles, où l'horizon reculait constamment, révélant toujours plus de monde à découvrir. Dans un de ces moments de lucidité, juste avant la fin, il dit quelque chose que personne ne comprit vraiment. Il dit
Tous les chemins mènent quelque part, mais les chemins secrets mènent à soi-même. Et puis, il ferma les yeux, et son esprit retourna aux routes, aux grandes steppes sous le ciel infini, aux montagnes où l'air était si fin qu'on pouvait à peine respirer, au désert où le silence était si profond qu'on pouvait entendre son propre cœur battre, aux villes bourdonnantes de millions de vies, aux temples où le temps semblait s'arrêter, aux fleuves qui coulaient depuis des millénaires et couleraient encore des millénaires après que tous les empires soient tombés. Il se vit jeune homme, plein d'énergie et de curiosité, montant sur un cheval mongol pour la première fois. Il se vit assis dans une yourte, partageant du thé au beurre, avec des nomades qui étaient devenus ses amis. Il se vit debout devant Kubilai Khan, ce moment où deux mondes se rencontrèrent dans un regard. Il se vit naviguant dans les mers du Sud, entouré de dauphins joueurs. Il se vit dans 1000 moments, grands et petits, qui composaient la mosaïque de sa vie extraordinaire. Et dans ce dernier moment, il comprit enfin ce qu'il avait cherché tout au long. Pas la richesse, pas la gloire, pas même la connaissance, mais la connexion. La connexion avec l'immense diversité de l'expérience humaine. La compréhension viscérale que nous sommes tous, malgré nos différences, partis d'une même humanité, voyageant ensemble sur cette terre pendant notre bref passage. Que chaque culture, chaque tradition, chaque façon de vivre était une réponse valable au mystère de l'existence. Et que le plus grand voyage n'était pas de conquérir ou de posséder, mais simplement de témoigner, de comprendre, de se connecter. Marco Polo mourut en paix, un sourire presque imperceptible sur les lèvres. Son corps fut enterré à Venise, dans une église dont le nom serait oublié avec le temps. Mais son esprit, son essence, continua à voyager, dans chaque copie de son livre qui passa de main en main, dans chaque explorateur qui l'inspira, dans chaque personne qui, en lisant ces mots, ressentit l'appel de l'horizon lointain. Des siècles plus tard, quand les historiens débattraient pour savoir s'il était vraiment allé en Chine, s'il avait vraiment vu ce qu'il prétendait avoir vu, il passerait à côté de l'essentiel. Parce que la vérité de Marco Polo n'était pas factuelle, elle était existentielle. Il avait créé, consciemment ou non, un mythe puissant, le mythe du voyageur qui traverse les frontières, non seulement géographique mais mental et spirituel, et revient transformé. Le mythe du pont entre les mondes, le mythe de la possibilité que l'inconnu, aussi effrayant soit-il, contient des merveilles qui valent tous les risques. Et ce mythe était vrai. Peu importe si chaque détail de son récit était exact, parce qu'il capturait une vérité plus profonde sur la condition humaine, sur notre besoin de découvrir, d'explorer, de dépasser nos limites, de trouver du sens dans l'immensité de l'existence. Les routes secrètes de Marco Polo existent encore aujourd'hui. Pas sur les cartes, mais dans l'esprit de ceux qui refusent de se contenter du familier, qui sentent qu'il doit y avoir plus que ce que leur monde immédiat offre, qui sont prêts à partir, non pas par désespoir, mais par curiosité, non pas pour fuir, mais pour trouver. Ces routes sont différentes pour chacun. Pour certains, c'est un voyage physique à travers des continents. Pour d'autres, c'est un voyage intellectuel à travers des idées. Pour d'autres encore, c'est un voyage spirituel à travers les profondeurs de leur propre conscience. Mais toutes ces routes ont quelque chose en commun. Elles demandent du courage. Elles offrent de la transformation. Elles ne vous ramènent jamais là où vous avez commencé, même si vous retournez physiquement au même endroit. Parce que vous avez changé. Marco Polo le savait. C'est pourquoi, même quand on le pressait d'admettre qu'il avait exagéré, qu'il avait menti, qu'il avait inventé, il refusait. Non par orgueil, mais parce qu'il savait que ce qu'il avait vécu était réel, même si les mots pour le décrire étaient inadéquats. Comment expliquer à quelqu'un qui n'a jamais quitté Venise ce que c'est de se tenir sur le toit du monde? Comment décrire à quelqu'un qui n'a connu que le catholicisme, la sérénité d'un moine bouddhiste? Comment traduire à quelqu'un qui n'a vu que des gouvernements européens
la sophistication de la bureaucratie chinoise. Les mots échouent. Toujours. Mais on essaye quand même. Parce que ne pas essayer serait trahir l'expérience. Aujourd'hui, dans un monde où il semble qu'il ne reste plus de terra incognita, plus de régions inexplorées, plus de mystères, l'héritage de Marco Polo reste pertinent. Parce que les frontières les plus importantes à franchir ne sont pas géographiques. Ce sont les frontières de la compréhension, de l'empathie, de la conscience. Il existe encore des mondes dans notre propre monde que nous n'avons pas explorés, des communautés que nous ne comprenons pas, des façons de vivre que nous n'avons pas considérées, des vérités que nous n'avons pas encore découvertes. Et chacun de nous, à notre manière, peut être un Marco Polo si nous avons le courage de partir sur ces chemins secrets, de chercher non pas ce qui est facile, mais ce qui est vrai. Non pas ce qui confirme ce que nous savons déjà, mais ce qui élargit ce que nous pouvons savoir. Dans ces derniers instants, alors que son souffle devenait peu profond et que la lumière de Venise filtrait à travers les volets, Marco Polo fit quelque chose d'inattendu. Il rit, un petit rire doux, presque inaudible. Ses filles, alarmées, se penchèrent plus près. « Papa !» chuchota l'une d'elles. Il ouvrit les yeux une dernière fois, les regarda avec un amour infini et dit, si doucement qu'elles durent tendre l'oreille, « Le voyage ne se termine jamais vraiment. Il continue encore et encore dans chaque personne qui ose demander « Qu'y a-t-il au-delà ?» Et puis il partit, son dernier souffle s'échappant comme une brise douce, portant avec lui toutes les histoires, tous les rêves, tous les secrets des routes qu'il avait parcourues. Mais ces routes restent, elles attendent, pour vous, pour moi, pour quiconque entend leur appel. Les routes secrètes de Marco Polo ne sont pas seulement son histoire, elles sont notre invitation. Proposez des sujets pour de nouvelles histoires dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.